Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve de cette façon exceptionnelle pour essayer de terminer le cours de contrôle de gestion. Comme vous savez, actuellement nous traversons une période très difficile avec cette pandémie de Covid-19. Donc j'ai décidé de vous filmer le reste de la matière, sachant bien que avant la suspension des études, il nous restait une seule séance. Donc j'ai décidé de vous la filmer. Bien sûr, si vous avez besoin encore des explications, vous pouvez toujours me contacter, je serai disponible. Et le document ou bien le support, vous allez le recevoir très bientôt. Donc, euh, donc par rapport à notre plan, on a déjà entamé le deuxième chapitre. Mais ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est de balayer les deux premiers chapitres. Rapidement, bien sûr, je vais passer parce qu'on a déjà donné assez d'explications au niveau du cours, mais juste pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors, dans le premier chapitre, c'est-à-dire le chapitre préliminaire, nous avons essayé de parler de l'émergence et de l'apparition du contrôle de gestion dans les organisations. Pour cela, on a essayé d'établir une sorte de fiche d'identité au contrôle de gestion. On a parlé également des objectifs du contrôle de gestion et on a terminé par une petite comparaison entre le contrôle de gestion et les autres formes de contrôle. En l'occurrence, on a parlé de l'audit. Alors, le contrôle de gestion, on a dit qu'il a fait sa naissance aux États-Unis d'Amérique. Donc, il s'appelait au départ Management Control. C'est par la suite qu'on a fait la traduction pour avoir le contrôle de gestion. Donc, on a parlé de l'étymologie de ce concept. On a dit que la traduction a été imparfaite. Pourquoi? Parce que tout simplement, le terme control en anglais veut dire la maîtrise, alors que généralement, le terme contrôle en français a un sens qui est négatif et péjoratif. Et donc, on peut dire qu'on a perdu un petit peu de sens quand on a fait la traduction du terme management control au terme contrôle de gestion. Alors, par rapport à ses origines, le contrôle de gestion est apparu au sein de deux grandes entreprises américaines des années 1920. On parle ici de General Motors Company, une entreprise que vous connaissez très très bien, c'est une entreprise de construction automobile. Et l'autre entreprise, c'est DuPont de Nemours, qui est une entreprise qui fabrique les poudres à canon. Alors, on a parlé également de cette relation entre ces deux entreprises qui avaient les mêmes actionnaires à l'époque. Donc, quand le contrôle de gestion est apparu au sein de General Motors, ces pratiques ont été reprises par DuPont de Nemours. Alors, concernant l'apparition du contrôle de gestion, elle est située généralement vers les années 1920. C'est-à-dire juste avant la crise économique de 1929. On a dit que c'est une époque qui était favorable pour les entreprises dans la mesure où il y avait une situation où la demande dépassait l'offre. C'est une situation avant la crise économique. Alors, cette situation qui a été favorable pour les entreprises a permis aux entreprises d'augmenter leur taille et de faire de nouvelles implantations en termes d'unités. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette simulation, une simulation d'apparition de contrôle de gestion. Alors, on est arrivé à une conclusion qui nous dit que à partir d'un moment donné, lorsque la taille d'entreprise atteint un seuil critique, on n'arrive plus à avoir les ressources humaines pour gérer uniquement avec les associés ou bien les actionnaires. Donc, on est obligé de recruter des personnes de l'extérieur. Alors, à ce moment-là, il faut déléguer sous forme d'objectifs. Et bien sûr, il faut revenir par la suite pour contrôler les réalisations. Et on a appelé ça la philosophie et l'esprit du contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion, d'une façon très simple, est une démarche de gestion qui se base sur deux étapes essentielles. La première, c'est la délégation sous forme d'objectifs, c'est-à-dire vous fixez à vos collaborateurs les objectifs à atteindre et par la suite, vous venez pour contrôler les réalisations. Et donc, on est arrivé à une conclusion qui nous dit que les deux éléments essentiels qui étaient derrière l'émergence du contrôle de gestion au niveau des organisations, c'est d'abord l'environnement économique favorable, qui a permis aux entreprises d'entamer des démarches d'expansion en termes de taille, et la complexité liée à la gestion
suite à cette augmentation de taille. Et donc, on avait besoin de ce système, de cet esprit qui consiste à déléguer sous forme d'objectifs et par la suite contrôler les réalisations. On est passé pour parler des objectifs de contrôle de gestion. Alors pour cela, on a essayé de parcourir l'ensemble des missions opérationnelles et stratégiques des fonctions ou bien des principales fonctions de l'entreprise, à savoir la fonction production, commerciale, financière, achat, approvisionnement et RH. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Donc on a essayé de parler pour chaque fonction des objectifs opérationnels et des objectifs stratégiques. Et à la fin, on a posé la question sur le rôle et la place du contrôle de gestion, bien l'objectif de contrôle de gestion par rapport à cet ensemble. Donc, on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que le contrôle de gestion n'a pas vraiment d'objectif spécifique, mais son objectif, c'est d'aider les autres fonctions à fixer et à réaliser leurs objectifs. Et je vous ai demandé de retenir cette phrase comme étant la définition de la fonction contrôle de gestion. Donc la fonction contrôle de gestion est une fonction qui a pour mission d'aider les autres fonctions à fixer et à réaliser leurs objectifs. Alors pour terminer ce premier chapitre préliminaire, on a parlé de l'audit et aussi du contrôle de gestion. Alors pour cela, on a fait recours à la métaphore de la voiture et on a dit que le contrôle de gestion accompagne l'entreprise chaque jour, elle fait un suivi quotidien à travers un certain nombre d'indicateurs, mais de temps en temps, cette voiture peut tomber en panne et donc on doit faire appel au spécialiste ou bien au mécanicien, et le mécanicien, c'est tout simplement l'auditeur. Donc le mécanicien d'entreprise, c'est tout simplement l'auditeur. Sur la base de cette métaphore, bien sûr, on a essayé de comparer entre l'audit et le contrôle de gestion, mais la principale différence réside dans cette question d'intervention. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le contrôle de gestion, elle est là pour accompagner l'entreprise, pour assister l'entreprise d'une façon quotidienne, d'une façon permanente, alors que l'auditeur, il fait des interventions périodiques sous forme généralement de mission. Alors, après ce premier chapitre préliminaire, on a entamé le deuxième chapitre que nous avons dédié à une notion fondamentale en contrôle de gestion, à savoir les centres de responsabilité, bien sûr qui nous permet par la suite de monter et de concevoir les critères de mesure de performance. Alors nous avons tout d'abord défini ce que ça veut dire le centre de responsabilité. Par la suite, on a parlé des 5 principaux centres de responsabilité, à savoir le centre de coût, centre de recettes, centre de profit, centre d'investissement et les centres de dépenses discrétionnaires. Alors par rapport à ce premier élément de définition d'un centre de responsabilité, on a dit qu'un centre de responsabilité est un découpage organisationnel. Il peut s'agir d'un service, d'un sous-service, d'une fonction, d'un département. Alors ce qui caractérise un centre de responsabilité, c'est qu'il est doté d'un couple objectif-moyen. C'est-à-dire un centre de responsabilité, il dispose des objectifs et en même temps des moyens. Alors généralement, les centres de responsabilité se manifestent au niveau d'un organigramme. Autrement dit, si vous voulez savoir quels sont les centres de responsabilité d'une organisation, il faut avoir l'organigramme. Du coup, on a dit le centre de coût, c'est tout simplement un centre qui a pour objectif de minimiser les coûts. Mais attention à la qualité et également au délai. Généralement, la fonction type qui reflète un centre de coût au niveau d'une entreprise, c'est tout simplement la fonction production. Parce que la fonction production est là pour mission de minimiser les coûts de production, bien sûr, tout en gardant un minimum de qualité et aussi le respect des délais. Et donc, on a imaginé un certain nombre d'indicateurs de performance qui sont basés sur le coût, la qualité et le délai. Le deuxième centre que nous avons vu est le centre de recettes. Alors comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement d'un centre qui a pour objectif de maximiser les recettes, c'est-à-dire tout simplement de maximiser le chiffre d'affaires, ou bien tout simplement le volume de vente réalisé. La fonction type qui reflète
ces objectifs au niveau des organisations, quelle que soit leur nature et leurs activités, c'est la fonction commerciale ou bien le service commercial, parce que son objectif, c'est de maximiser les ventes et de maximiser le chiffre d'affaires. Bien sûr, on peut se baser sur ce volume de ventes réalisé pour juger la performance d'un centre de recettes et donc d'un service commercial. Mais nous avons relativisé cette performance par rapport à deux dimensions, c'est-à-dire la politique de remise ou bien la politique de réduction pratiquée par l'entreprise et également les délais de paiement accordés aux clients, parce que ce sont deux critères qui peuvent drainer à l'entreprise un chiffre d'affaires supplémentaire, mais qui peuvent tout simplement endommager la marge bénéficiaire et la trésorerie pour le délai de paiement. Le troisième centre de responsabilité que nous avons présenté est le centre de profit. Alors, le centre de profit regroupe, si vous voulez, les deux dimensions précédentes, parce qu'un profit, c'est tout simplement les recettes moins les coûts. Et donc, nous avons ici la première mission qui consiste à maximiser les recettes, donc à maximiser le chiffre d'affaires, et en même temps de minimiser les coûts. Et donc, les critères de performance qu'on peut utiliser pour juger la performance d'un tel centre sont, par exemple, le résultat, le taux de marge, etc. Autrement dit, tout indicateur ou bien ratio qui regroupe à la fois une dimension de recette et une dimension de coût. Le quatrième centre de responsabilité que nous avons vu, c'est le centre d'investissement. Alors le centre, ou bien un centre d'investissement, c'est un centre également de profit. Pourquoi? Parce que l'objectif d'un investissement, c'est de dégager le maximum de recettes, bien sûr prévisionnelles dans l'avenir, et tout en minimisant le coût d'investissement ou bien les dépenses d'investissement. Alors nous avons dit, pour distinguer un centre d'investissement d'un centre de profit, il faut voir est-ce que la personne qui est en charge est le propriétaire. Et bien sûr, un centre d'investissement nécessite beaucoup des explications parce que ce sont des critères qui sont purement financiers que nous utilisons pour juger la performance d'un centre d'investissement comme la vanne, le tir, etc. Mais bien sûr, c'est un cours à part au niveau de la finance. Alors pour ces centres de dépenses discrétionnaires, ce sont des centres qui n'ont pas pour mission de minimiser les coûts, de maximiser les recettes, ni de maximiser le profit ou bien l'investissement. Et donc, ce sont des centres, ou bien ce sont des services, ce sont des départements qui ont pour objectif d'aider les autres fonctions. Leur mission principale est une mission de support. Bien sûr, au niveau des organisations, il existe plusieurs fonctions qui jouent ce rôle, comme par exemple le service moyens généraux, la fonction RH ou bien le service personnel, et aussi le contrôle de gestion que nous sommes en train de voir dans ce cours. Parce que comme on a dit tout à l'heure, l'objectif de contrôle de gestion, c'est d'aider les autres fonctions à fixer et à réaliser leurs objectifs. Bien sûr, on a essayé d'appliquer et de discuter l'ensemble de ces centres, ces 5 centres de responsabilité sur des exemples d'organigrammes. Alors maintenant, on va essayer de voir le dernier chapitre, ou bien le deuxième chapitre, que nous avons consacré aux outils de contrôle de gestion. Nous avons dit que le contrôleur de gestion, pour mener à bien sa mission et ses tâches, il dispose de 4 outils: la comptabilité analytique d'exploitation, les budgets, les tableaux de bord et le reporting. Alors dans le cours, nous avons déjà commencé à parler de la comptabilité analytique. Alors nous avons dit que la comptabilité analytique d'exploitation a pour objectif principal de calculer les coûts. Cette comptabilité nous permet d'avoir une idée sur le coût de revient des éléments ou bien des produits de l'entreprise, des produits et aussi des services de l'entreprise. Bien sûr, la connaissance de ce coût nous permet tout simplement de fixer la marge bénéficiaire et donc de fixer le prix de vente pour les services et aussi pour les produits. Bien sûr, on a comparé par la suite la comptabilité générale et la comptabilité analytique et on a montré la dimension analytique de cette comptabilité qui nous permet d'avoir une idée sur la marge par
produits. Et donc, cette marge-là nous permet d'avoir une idée sur les produits qui sont rentables et par la suite de prendre des décisions qui sont des fois stratégiques, comme par exemple d'abandonner la production d'un produit trop déficitaire ou bien tout simplement de renforcer notre position sur un produit qui est excellent au niveau de la rentabilité, etc. Alors maintenant, on va essayer d'entamer le deuxième outil de contrôle de gestion, à savoir les budgets, ou bien tout simplement, on va parler de la gestion budgétaire. Alors, je vais essayer de reprendre l'ensemble des explications que j'ai déjà données au niveau du cours par rapport à cet outil, afin d'atterrir et de terminer le reste du cours. Donc, on se retrouve dans la deuxième capsule de ce cours.